interview économique dans ce live TV Finance avec Pierre Bismuth, le directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour, comme chaque mois, on va parler de votre vision des marchés. Et aujourd'hui, on s'intéresse tout particulièrement avec vous à l'Europe, qui surprend un peu tout le monde de manière assez positive. Et c'est un soulagement pour vous. Oui, absolument, parce que moi j'ai toujours été assez, on va dire, bearish sur l'Europe. Et c'est vrai que c'est un soulagement de voir qu'enfin on a une action vers le fédéralisme au niveau européen. Donc ça a commencé le 18 mai avec la conférence de presse conjointe entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui a ouvert la porte à des achats, en tout cas des émissions de dettes communes pour l'Union européenne. Donc ça a été repris par Madame von der Leyen au niveau de l'Union européenne, et donc c'est la Commission qui va pouvoir emprunter 750 milliards au nom de l'Union européenne pour distribuer finalement des prêts et même des subventions aux pays les plus touchés par le coronavirus. Et c'est vrai que c'est une révolution dans le monde européen, puisqu'on avait l'habitude d'avoir toujours des suspicions de laxisme envers les pays latins et d'orthodoxie budgétaire pour les pays du Nord. Là, c'est une véritable révolution qui va néanmoins devoir être délivrée dans le futur, puisque ça va passer au niveau de l'Europe, et ensuite les parlements nationaux vont devoir entériner ce plan. Mais en tout cas, c'est vraiment un changement de paradigme incroyable pour l'Union européenne et la zone euro notamment. Et concernant ces aides, justement, on parle beaucoup des banques centrales et des États qui ont été particulièrement généreux, peut-être même un peu plus généreux que ce qu'on espérait, ce qu'on imaginait. Oui, donc en fait, ils ont enfin compris que pour la croissance est intégralement basé sur la confiance. Et on voit bien aux États-Unis le rebond incroyable qu'il y a eu, avec une confiance des républicains et des démocrates qui ne peuvent absolument pas se voir, mais qui ont mis 3 jours à mettre au point un plan de soutien de 2 trillions de dollars, avec une banque centrale américaine qui est là, mais à tout moment pour soutenir l'économie et les entreprises. Et c'est vrai qu'on a vu un marché boursier américain flamboyant, puisque le Nasdaq a encore battu un record hier, avec certes beaucoup de dispersion dans les valeurs entre ce qui est considéré comme la vieille économie et ce qui est considéré comme de la croissance visible, très technologique. Mais on a eu vraiment une sorte de locomotive américaine qui a mis à mal en fait les plus bearish d'entre nous. Là, enfin, en Europe, on a à la fois un pouvoir politique et un pouvoir financier et monétaire qui surprend agréablement les marchés. Et ça, c'est vraiment un très bon signe pour faire revenir la confiance. Alors, que dire des principaux indices d'action, si on les compare ? On a eu effectivement un boulevard pour les actions américaines, et c'est vrai qu'on a un point d'inflexion depuis le 18 mai dernier et cette fameuse conférence de presse où enfin l'Europe caracole en tête et bat en fait l'intégralité des marchés financiers occidentaux en devise locale, avec un euro qui reprend des couleurs face au dollar, puisqu'on a été quand même en baisse par rapport au dollar de l'ordre de 4 à 5%. On est revenu à l'équilibre depuis le début de l'année. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un beau rallye des actifs européens libellés en euros, et ça c'est vraiment grâce au point d'inflexion du 18 mai. Il y a une réunion de la Fed qui est très attendue demain. Est-ce que ça va également jouer ? On a vu la forte hausse sur les places européennes la semaine dernière. Est-ce que ça peut jouer de nouveau ? Ça pourrait peut-être jouer sur les devises, mais en fait je pense que là la voie est tracée. La Fed a dit qu'elle serait extrêmement accommodante, et de toute façon c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les moyens d'avoir des taux en hausse, donc on va avoir un pouvoir monétaire qui va être même accablé à mon avis que de ce côté-là de l'Atlantique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la reprise économique, elle est sur les rails et même complètement enclenchée ? Alors ça, c'est la plus grosse inconnue. C'est que pour le moment, on a pouvoir politique, budgétaire, monétaire qui est parfaitement aligné et qui est véritablement là pour accompagner la reprise économique. On a en revanche des perspectives économiques qui sont extrêmement sombres, mais
ce sont, à mon avis, des ancrages d'anticipation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le prend chez Myriam. C'est-à-dire que on a des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse systématiquement. Et c'est vrai que quand on écoute la radio ou la télévision, on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir des indicateurs aussi noirs, sachant qu'on ne sait pas quelle va être la vigueur de la croissance. On en saura plus déjà après l'été en fonction de comment se passent les vacances et comment les gens consomment, puisque dans les pays occidentaux, c'est la consommation qui est clé. On a eu des indices notamment sur la consommation d'essence qui était bien évidemment en baisse, en berne pendant le confinement, mais on va voir comment cette consommation va se reprendre. Pour le moment, on a des anticipations qui sont extrêmement noires. Ce qu'on constate, notamment aux États-Unis, c'est que les chiffres économiques ne sont pas si mauvais qu'anticipés. Je pense notamment au taux de chômage qui est sorti vers les 14% plutôt que 19% aux États-Unis, avec des offres d'emploi qui sont largement supérieures à ce qui est attendu. Et ça a surpris tout le monde. Ça surprend tout le monde, mais en fait, je pense qu'il faut être extrêmement humble dans cette crise. Personne n'en sait rien. C'est extrêmement difficile à modéliser et c'est très difficile de modéliser le comportement des agents économiques. Donc pour l'instant, les anticipations sont très ancrés à des niveaux très bas. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les chiffres économiques sont plutôt meilleurs qu'attendus, aussi bien en Chine, aux États-Unis. On verra en Europe, puisque nous on sort du confinement depuis 3 semaines. D'ailleurs, on constate que c'est un peu dur de se déconfiner. C'est vrai que on voit finalement des gens à la terrasse des restos, mais pas tellement sur la route. C'est plutôt très fluide à Paris. On va voir comment ça se passe. On n'a plus de tourisme. On va voir comment l'été va se passer sur l'ouverture des frontières. Pour l'instant, moi je pense que c'est vraiment trop délicat de prévoir quoi que ce soit. En tout cas, les marchés financiers ont confiance, et si les marchés financiers ont confiance, c'est plutôt un excellent signe pour le retour de la croissance. C'est trop difficile d'envisager des scénarios à moyen terme pour le moment ? On peut envisager bien sûr un scénario à moyen terme. Nous-mêmes, on a un scénario de marché à 12 mois qui est, alors je pense qu'on a rarement fait aussi consensuel, c'est-à-dire reprise graduelle de l'économie, une reprise en U. C'est vrai que c'est pas très novateur. En revanche, le petit point d'inflexion qu'on a fait pendant le comité d'allocation d'actifs de la semaine dernière, c'est qu'on a été finalement assez équilibré. Donc on avait une grosse probabilité sur ce scénario vraiment très consensuel, avec 10% et 10% scénario alternatif positif et optimiste. Bon, finalement les géants ont plutôt penché pour remonter le scénario optimiste. Donc on a finalement minoré à sa plus simple expression la probabilité sur le scénario pessimiste. On est à 15% de son scénario optimiste, donc on est plutôt en une reprise en U ou une reprise en racine carrée. Pas encore une reprise en V, mais en tout cas, on a l'impression que les chiffres économiques vont délivrer de meilleures nouvelles que celles anticipées pour le moment. Et quels enjeux pour les sociétés particulièrement impactées par cette pandémie, pour ce déconfinement, pour cette reprise économique ? Nous on le voit, c'est déjà c'est très progressif. On voit que les gens finalement se sont pas mal habitués au télétravail. Donc nous on fait bien évidemment de la gestion d'actifs, donc c'est plus simple pour nous puisqu'on a tous les outils à notre disposition pour travailler un peu n'importe où. C'est vrai que la principale inconnue, c'est pour les sociétés notamment industrielles, je pense notamment à l'automobile qui va bénéficier d'un grand plan, ou de l'aéronautique, c'est pareil, qui va bénéficier d'un grand plan de soutien de 10 milliards d'euros. C'est ces carnets de commandes. Il faut bien évidemment que les carnets de commandes se remplissent pour qu'on puisse voir des gens revenir dans l'industrie. Ce qui est intéressant quand même dans cette crise, c'est qu'on a pris conscience que la délocalisation à tout crin faisait peser pas mal de risques sur nos sociétés. Donc peut-être qu'on va avoir un mouvement de relocalisation de l'industrie, mais ça sera vraiment des tendances à très long terme. Pour l'instant, le court terme, c'est arriver à avoir suffisamment de carnets de commandes pour faire revenir les gens, notamment sur les chaînes de montage ou dans l'industrie,
parce que c'est quand même là le principal point économique qu'il va falloir vérifier. On parlait des entreprises, on a aussi beaucoup parlé de l'Europe qui nous a un peu surpris dans sa gestion de crise. On sait que la situation est particulière alors que le post-Brexit n'est même pas encore réellement fixé. À quoi s'attendre? Quels enjeux du coup pour la suite pour cette Europe? Je pense que là, c'est vrai que la démonstration d'unité, aussi bien du couple franco-allemand que de l'Union européenne et même de la Banque centrale européenne, qui avait quand même parfaitement raté sa conférence de presse de mars en pleine crise financière et du coronavirus, prouve finalement que l'union fait la force. Et c'est vrai qu'on a des Britanniques qui sont un peu marginalisés et qui ne peuvent plus vraiment compter sur l'Europe. Donc là, on a des grandes déclarations de Boris Johnson pour l'intransigeance sur le Brexit. C'est vrai que c'est un peu inaudible. On a une livre sterling, en tout cas, qui est plutôt attaquée depuis le début de l'année par rapport à l'euro. On va voir ce qui peut se passer, mais je pense que c'est plus vraiment un enjeu, en tout cas pour les marchés financiers. On va dire que le Brexit, d'un point de vue financier, est vraiment derrière nous. On peut avoir des soubresauts, des crises épidermiques comme d'habitude. Mais si l'Europe s'est restée unie au niveau politique, c'est vraiment quelque chose qui est derrière nous. Un mot pour conclure, Pierre Bismuth, avant de se quitter. Ce qu'on a vu, en tout cas ce qu'on a vérifié dans notre scénario de marché, c'est que quand on ne sait pas, il est véritablement très important de rester sur les indices de référence de nos fonds et de délivrer une performance en rapport avec celle qui a été promise à nos clients, puisque quand on regarde les performances de nos fonds depuis le début de l'année, on est en passe de repasser positif sur beaucoup de gestions, et c'est vrai que ne pas avoir de biais comportementaux trop neurasthéniques nous a quand même beaucoup avantagé dans cette crise. Merci beaucoup Pierre d'avoir été notre invité dans ce live TV Finance. On se retrouve très bientôt. Le live TV Finance qui continue dans un instant avec un point bourse. À tout de suite.